Vas-y, Tatiana, je te laisse commencer. Ben, merci Junior en tout cas pour l'introduction. Donc, je salue tous ceux qui nous ont rejoints du coup pour cette deuxième conférence sur l'entrepreneuriat. Nous sommes tous membres de la diaspora centrafricaine, je sais pas, répartis un peu partout dans le monde. Alors moi, je suis Tatiana Régnier. Je suis chef de projet entrepreneuriat. Je travaille pour une association qui accompagne les personnes issues de l'immigration dans le montage de leurs projets de création d'entreprise, soit en France, soit en lien avec leur pays d'origine. Et parallèlement à ça, je suis chargé de projet d'investissement au sein du fonds de dotation Monsoro Tibet, qui a été créé par les membres de la diaspora centrafricaine en France afin de lever des fonds pour soutenir des projets de création d'entreprises ou d'activités économiques en Centrafrique. Voilà. Alors moi, c'est Paiko Dimassé, donc je suis ingénieur en robotique. Je travaille pour un groupe Safran, un groupe dans l'aéronautique. Je suis coordinateur en développement logiciel pour ce groupe-là. Et en parallèle, donc, je suis président de l'association CPI Link. Donc CPI Link, c'est une association qui rassemble les anciens élèves, les nouveaux élèves du CPI autour de différents projets, dont celui-ci qui nous tient vraiment à cœur. Comme Junior l'a bien présenté, ce constat vient d'une analyse en amont qui vient d'un questionnaire qui a été fait par BAfrica Avenir. Et quand il nous a présenté ça, Tatiana et nous, donc Monsoro Tibet et CPI Link, on a vu l'intérêt des Centrafricains et on s'est dit que c'était un projet à porter et à mettre en lumière par rapport à la situation de notre pays et à tout ce qu'on veut faire derrière. Voilà. Alors, du coup, il y a deux autres membres avec nous. Oui, Arnaud? Oui, bonjour tout le monde. Moi, je suis Arnaud Yangaïso. Je suis développeur web de formation et aussi en parallèle trésorier de l'association CPI Link. On n'entend rien. Je suis aussi en charge de... Allô? Allô? On n'entend pas bien. Oui, je t'entends, moi. Allô? Parle plus fort. On ne t'entend pas bien. Donc voilà, je disais que je suis Arnaud Yangaïso. Je suis développeur web de formation et je suis aussi en parallèle de cela trésorier de l'association CPI Link. Et je suis aussi en charge de la partie communication de cette association, à savoir la mise en place des sites web et tout ce qui est attrait à l'informatique. Donc voilà. Alix est avec nous? Non, il n'est pas là, Alex. Ok. Alors, donc, juste pour commencer, avant de pouvoir commencer, pour toutes les personnes qui nous ont rejoints, on vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous avez porté sur ce message-là. On va passer 1 heure avec Monsieur Désiré Azigao et Marlène. Donc, on va certainement avoir beaucoup de questions. Donc, la seule chose que nous, on va vous demander, c'est de pouvoir poser ces questions directement dans le chat. Donc, on a quelqu'un avec nous qui va lire vos questions et nous, on pourra les retransmettre dans les discussions, dans le débat. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, comme vous savez, c'est un Zoom et donc, du coup, il y a beaucoup d'interférences. Donc, on va vous demander de garder vos micros fermés. Normalement, quand vous vous connectez, c'est automatiquement fait, mais juste au cas où vous oubliez ou que vous ne fassiez pas attention. Voilà. Merci, Paiko. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on veut parler de l'entrepreneuriat agricole. Avant même de commencer à parler de l'entrepreneuriat agricole, déjà que nos deux invités qui sont présents puissent nous dire qui ils sont et surtout, ils viennent au nom de quelle structure, histoire que voilà, toutes les personnes, en tout cas, qui sont connectées avec nous, puissent avoir une idée déjà de ce qu'ils font et après, on rentrera du coup dans le vif de cette thématique. Marlène, à toi l'honneur. Moi, je suis Marlène L'honneur aux Gerville. femmes. Voilà, je me lance. Donc, je suis Marlène Gerville-Yambala, je suis entrepreneur dans l'agriculture et aujourd'hui, je représente GTEX Agri, ma structure qui a été immatriculée depuis juillet 2020. Moi, je suis Désiré Assigao. Je suis médecin vétérinaire
et présentement, je suis le président de la Chambre d'agriculture. Enchantée, en tout cas, merci d'être avec nous cet après-midi. On sait que il y a des difficultés, en tout cas, merci d'avoir libéré déjà votre temps, de vous rendre disponible pour cette conférence et de répondre surtout présent pour toutes ces personnes-là qui sont venues aujourd'hui pour avoir des informations, pour se renseigner, pour essayer de savoir comment fonctionne le monde de l'entrepreneuriat agricole en Centrafrique. Païko, vas-y, je te laisse enchaîner. Oui, donc du coup, moi, la première question, elle sera adressée à Monsieur Yazigao. C'est pour savoir déjà la Chambre de l'agriculture. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la Chambre de l'agriculture en Centrafrique? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle met en place pour l'entrepreneuriat en général? Ce genre de questions. Merci. La Chambre d'agriculture, c'est une chambre consulaire, tout comme la Chambre de commerce. Et comme chambre consulaire, c'est une chambre qui a la responsabilité de promouvoir les affaires dans ce domaine de compétences, mais elle a également la responsabilité de représenter et défendre les intérêts des professionnels qui interviennent dans ce domaine de compétences. Donc, c'est les deux principales missions, représenter et défendre les intérêts et promouvoir le développement des affaires dans le domaine de compétences. Pour cela, la Chambre doit mettre en place un dispositif pour lui permettre de collecter et de diffuser des informations à ses ressortissants, que ce soit des informations d'ordre économique, d'ordre financier ou d'ordre juridique. Elle doit également mettre en place des dispositifs pour appuyer les entreprises, pour assurer la formation professionnelle et l'emploi, mais également développer des services d'intérêt général pour les entreprises. Elle peut créer des entreprises, elle peut créer des structures qui sont à même de fournir des services que d'autres acteurs ne sont pas en mesure de le faire auprès des acteurs. Ça, c'est vraiment les responsabilités. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Au fait, notre chambre, malheureusement, qui a été créée depuis 1964, a connu une période vraiment de dysfonctionnement. Dysfonctionnement jusqu'à ce qu'en 2016, 2017, le gouvernement a décidé de procéder à sa réforme parce qu'elle n'était pas en mesure d'assumer ses responsabilités. Donc, c'est en 2017 que le processus de sa réforme a été lancé officiellement. Et il y a deux principales orientations. Présentement, la Chambre est à Bangui et il est prévu qu'elle se décentralise dans les 7 régions du pays pour qu'il y ait des chambres régionales avec une assemblée consulaire des représentants du secteur privé agricole dans ces régions et une administration qui va l'appuyer dans son fonctionnement et une structure nationale qui va coordonner ce qui va faire au niveau des régions. Mais également développer l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut le dire, malheureusement, dans notre agriculture, nous sommes encore dans l'assistanat. Nous sommes encore vraiment dans l'esprit d'assistanat. Et vraiment, il faut maintenant promouvoir l'entrepreneuriat en créant des entreprises agricoles et non des groupements et des associations qui sont des structures qui ne peuvent pas vraiment faire des affaires. Donc, voilà ce que je pourrais dire par rapport à ce qu'est la Chambre et ce qu'elle est en train de faire. Donc, nous sommes en phase de constitution de nos capacités à assumer nos responsabilités. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Donc, du coup, si j'ai une question pour Marlène, est-ce que vous avez eu à passer par la Chambre de l'agriculture dans votre démarche? Nous rappeler aussi peut-être que vous avez, ce que vous faites. Là, en fait, vous nous rappeler peut-être ce que vous faites avant de nous dire. Comment dire, là, je suis inscrite à la Chambre de l'agriculture, justement. Et comment dire, il y a une structure qui est mise en place pour aller visiter mon terrain, pour voir mes activités sur place. Parce que bon, il y a des gens, ils vont dire, voilà, nous faisons de l'agriculture, nous faisons ça, mais eux, ils veulent s'assurer que ces gens existent vraiment. Et ça, je trouve ça génial qu'ils puissent se déplacer pour voir tous les gens qui sont inscrits à la Chambre de l'agriculture et tout. Et quand, par exemple, il y a des salons où il y a des informations à nous donner, comme ils ont nos coordonnées, soit ils nous appellent, soit ils nous envoient un mail, soit… Voilà, quoi. En fait, elle est présente, quoi. C'est pas comme si, bon, il y a une chambre qui est là, mais qui est là sans être là, mais elle est vraiment présente malgré les maigres moyens parce que c'est pas évident. Bon, c'est vrai que là, il y a une cotisation à payer, mais je ne sais pas si cette cotisation permet les frais d'inscription, pardon. Je ne sais pas si ça couvre tout et tout, parce que je ne sais pas si tout le monde s'inscrit, en fait.
Je ne sais pas combien de personnes sont inscrites, par exemple, de nos jours à la Chambre de l'agriculture. En tout cas, moi, une chose est sûre, je l'ai fait récemment et tout, quoi. Donc, on vous demande justement une preuve comme quoi vous êtes en activité pour pouvoir vous inscrire et si vous avez un terrain ou pas. Donc, voilà, c'est assez pertinent. Bon, moi, mon domaine, c'est l'agriculture et principalement la transformation. Donc, moi, je me suis penchée sur la transformation du manioc. Pourquoi le manioc? Parce que le manioc, c'est la première alimentation, enfin, la première denrée alimentaire en RCA et tout, et voilà quoi. Ok. Moi, du coup, juste pour rebondir, si j'ai bien compris, Marlène, tu as déjà créé ta structure à part et c'est après que, du coup, tu t'es rapprochée de la chambre, c'est ça? Oui, exactement. Okay. Parce qu'en fait, c'est un ami agricole qui m'a conseillé, mais il faut s'inscrire en fait à la Chambre de l'agriculture parce qu'au moins, en plus de notre structure, on a un accompagnement. Et même au niveau du ministère de l'Agriculture, comme il y a pas mal de projets agricoles en ce moment, bon, il y a eu quand même pas mal d'évolutions depuis que je suis dans le domaine agricole quand même, quoi, parce que bon, j'ai été encore en société en 2016, pardon. Et à cette époque-là, moi, je n'avais pas ces informations qu'il y avait une chambre d'agriculture et tout. Donc déjà, le bouche à oreille a fait que je me suis rapprochée et je suis allée voir aussi au ministère de l'Agriculture pour voir quels sont les moyens d'accompagnement et autres. Ok, parfait. Alors du coup, si je m'adresse à Désiré, Marlène vient de nous dire qu'elle a choisi aujourd'hui d'aller sur le manioc. Je reviendrai dessus pour creuser un peu plus tard. Mais du coup, si on peut dresser un état des lieux un peu du secteur agricole, en tout cas en Centrafrique, ça serait quoi? Quelles sont les activités qui sont entreprises? À quelle dimension? Est-ce que c'est sur tout le territoire? Voilà, je ne sais pas, un peu une idée globale, en tout cas, du secteur agricole en Centrafrique. Le secteur agricole, d'abord, c'est l'agriculture. À pouvoir parler avec les cultures, c'est l'élevage, c'est la pisciculture et un peu les produits forestiers non liés qu'on retrouve. Alors, en ce qui concerne le secteur agricole, les activités, les cultures, la principale activité sont les cultures vivrières. Et dans les cultures vivrières, la culture qui vient en tête, c'est le manioc. C'est vraiment l'aliment de base centrafricain, suivi du maïs, de l'arachide et puis des légumes, mais également des produits qui sont destinés à l'exportation. Bon, il y a les cultures de rente également, comme le palmier à huile, qui est cultivé et transformé pour l'huile. Il y a des cultures comme le sésame également, bon, non seulement pour l'alimentation locale, mais c'est également on encourage l'exportation parce qu'il y a des opportunités sur le marché international. Voilà un peu pour les cultures vraiment vivrières. Quand on prend l'élevage, c'est principalement l'élevage bovin. Mais l'élevage bovin, c'est plutôt les pasteurs peuls qui maîtrisent ça. Ce n'est pas vraiment des nationaux. Et avec toutes les crises que nous avons connues, malheureusement, ça a complètement désorganisé ce système de production. Parce que la plupart des éleveurs ont fui pour aller dans les pays voisins. Ils sont la plupart du temps en RDC et ça crée des problèmes là-bas d'ailleurs. Et certains sont revenus, mais du fait de l'insécurité, ils sont un peu éloignés des villages et ça pose vraiment des problèmes. D'autant plus que les groupes armés parfois se positionnent dans ces filets-là pour faire des prélèvements et faire des abus sur les éleveurs et ça crée vraiment un problème au niveau de cette filière qui ne fonctionne pas très bien actuellement. Et c'était une filière d'exportation aussi vers le Congo. Malheureusement, ça ne fonctionne plus très bien. Et après, vous avez le petit élevage villageois, le caprin, la volaille et l'aviculture. L'aviculture, on a également l'élevage de porcs qui se développe également. Ça, c'est pour l'aspect élevage. Et bon, il y a l'activité de pêche qui se faisait, bon, il y a l'Oubangui, mais également le bassin du Tchad, notamment avec le Bamingui, qui est grande productrice de poissons, qui alimentait Bangui, mais malheureusement avec l'insécurité également, les gens ne peuvent pas aller là-bas pour
s'approvisionner et venir vendre leurs produits à Bangui, ça pose des problèmes. Mais il y a l'activité piscicole, malheureusement, qui n'est pas très développée. Et si on regarde dans les importations de produits alimentaires qui nous a été présenté tout à l'heure, vous verrez qu'il y a une importante part de poissons congelés, de poulets congelés dans ces importations. D'accord. Ce qui concerne maintenant les produits. Oui? Oui, non, en fait, j'étais en train d'acquiescer sur ce que vous dites. Et du coup, en fait, on a des questions qui viennent au fur et à mesure, justement par rapport à l'environnement des affaires, en fait. L'environnement des affaires dans l'agriculture, donc dans l'agriculture et l'élevage. Quel est cet environnement et est-ce que le gouvernement booste ce secteur et comment il le fait? C'est les questions qui viennent des internautes. Alors, l'agriculture est considérée par les autorités comme une priorité. De toutes les manières, on n'a pas le choix. Ce sont 10% de la population active du pays. C'est la source de revenus pour la majorité de la population. Donc, c'est vraiment une priorité. Maintenant, malheureusement, vous savez, quand on veut faire du développement de l'agriculture, on le fait sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose qu'on développe en 2-3 ans. Et les crises récurrentes, malheureusement, ont remis en cause les acquis que nous avons obtenus par le passé. Les acquis qui ont permis, avant 1993, d'exporter des produits au lieu par rapport aux importations. Vous n'avez plus ces acquis aujourd'hui. Il faut maintenant tout reprendre. Et c'est vraiment ça le problème. Donc, il y a une volonté de relancer l'agriculture. Les partenaires en sont conscients parce que avant, juste après la crise de 2013 et 2015, c'était essentiellement les ONG qui étaient opérationnelles sur le terrain pour les urgences, pour faire face aux crises qui peuvent se présenter et reconstituer les capacités de production de nos paysans. Mais le gouvernement, à travers cette discussion avec les partenaires, a pu obtenir la mise en place de 3 grands projets ou 4 grands projets de développement qui viennent de démarrer en 2019 et qui sont en cours d'exécution. Et là-dedans, ce qui est également particulier, c'est qu'il y a un de ces projets, notamment la Banque mondiale, qui met l'accent sur l'agrobusiness, ce qu'on ne voyait pas par le passé. Donc, ça montre que vraiment, il y a quelque chose qui se fait. Maintenant, pour l'environnement des affaires, il y a des efforts qui se font. Par exemple, le ministère de l'Agriculture a initié un projet de code de foncier agropastoral parce que l'investissement agricole, c'est la sécurisation foncière. Ce dossier est allé jusqu'au niveau de l'Assemblée, mais il y a une préoccupation qui s'est exprimée et qui jusqu'ici n'a pas permis au dossier d'aboutir, c'est que comme il y a plusieurs utilisations de la terre, pour les mines, pour le logement, pour l'agriculture et l'élevage, il a été conseillé d'avoir un cadre d'harmonisation de toutes ces utilisations pour que maintenant chacun définisse dans son domaine ce qui doit être fait. Donc, au fait, c'est ce qui fait que le dossier est encore bloqué. Donc, le ministère de l'Urbanisme est en train de travailler là-dessus pour qu'il y ait un cadre d'harmonisation de l'utilisation de la terre entre l'habitation, entre les activités agricoles, les activités d'élevage et les activités minières. Et ensuite, à l'intérieur, chaque département pourra définir ce qu'il faut pour la promotion de l'agriculture. Donc, ça, c'est une action qui est en cours. Mais même la réforme de la Chambre fait partie également des efforts pour améliorer l'environnement des affaires. Parce que la Chambre, comme je vous l'ai dit, ne fonctionne pas. C'est maintenant qu'on essaie de remettre les choses en place. Et la Chambre, actuellement, n'a pas de représentant des producteurs. Or, c'est l'institution qui a été créée par le pouvoir public pour que les privés agricoles soient représentés et discutent avec les autorités par rapport aux problèmes du secteur. Donc, le fait de réformer la Chambre pour que, ce n'est pas seulement la représentation comme je l'ai dit, mais c'est l'accompagnement dans des entreprises, mais également discuter avec les autorités pour améliorer l'environnement de l'entreprise. Parce que quelquefois, il faut se battre. Hein. Les choses ne sont pas d'eux-mêmes. Il faut vraiment poser ces problèmes et amener les autorités à changer les choses pour que les activités puissent vraiment prospérer. Donc, il y a ces efforts-là qui sont en cours
Bon, malheureusement, nous sommes dans un contexte difficile, mais les choses avancent quand même. J'ai de l'espoir par rapport à… il y a un projet de texte qui est présentement au niveau de l'Assemblée qui va créer une nouvelle chambre d'agriculture avec les 7 chambres régionales dont je vous ai parlé. Oui. Et bon, si ce projet est voté pendant la nouvelle législature qui vient, on va, à partir des années à venir, mettre en place cette grande chambre. Donc, vous voyez, ce sera une structure qui ne sera pas seulement à Bangui, mais qui sera dans nos différentes régions pour assurer vraiment la promotion de l'agriculture. D'accord. Du coup, merci Désiré pour ces éléments. Je me tourne vers Marlène. Au fait, vu tout ce que Désiré vient de nous présenter, toi, ton parcours au fait de te lancer dans l'agriculture, est-ce que tu peux nous parler un peu de GTEx au fait? Pourquoi tu as choisi la transformation? Vu que si on prend la chaîne de valeur de l'agriculture, il y a ceux qui, du coup, qui cultivent la terre. Et toi, tu t'es spécialisé sur de la transformation. Pourquoi ce choix? Et qu'est-ce qui s'est concrètement passé? C'est quoi les difficultés peut-être sur le terrain que tu as pu rencontrer au lancement de ton activité? Alors, pourquoi la transformation? Parce qu'il y a beaucoup de gâchis au niveau des récoltes. En fait, comme notre terre est assez riche, malheureusement, on n'arrive pas à écouler tous les produits. Et comme en général, c'est des denrées périssables à courte durée, donc moi, je me suis penchée sur la question du manioc. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas transformer, essayer de voir comment on peut faire pour donner un produit de qualité accessible à tous. Et donc, en fait, moi, je me suis lancée dans une transformation artisanale. Et comment dire, je n'ai pas encore de machine à ce jour. Tout est fait manuellement. Et on va dire, ça fait partie d'un projet assez court de mécaniser, enfin, au moins semi-mécaniser, semi-industrialiser mon activité. Moi, mon parcours, c'est quoi? Bon, pour reprendre vos questions, moi, mon parcours, c'est j'ai 15 ans d'expérience en tant que comptable, où j'ai eu un BTS en comptage-gestion dans les années 94. Et on va dire l'agriculture, j'ai grandi avec, parce qu'on avait une ferme au niveau de Décois. Et c'était un lieu de vacances où justement, mon père nous a initiés aux travaux champêtres et tout. Et c'était une passion en fait. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dans cette activité-là? Parce que quand je vois que dans mon pays, on importe énormément d'alimentation que l'on peut cultiver en Centrafrique, donc c'est un projet que j'ai écrit depuis 2009 et que je réalise que maintenant, c'était pas évident, mais voilà. Et au niveau, bon, en fait, au niveau de l'immatriculation, c'est quelque chose du coq à l'âne. Au niveau de l'immatriculation, en fait, grâce au guichet unique qui limite quand même les procédures et tout, c'est assez rapide, quoi. En fait, on peut créer une entreprise en 24 heures, voire 48 heures, si on a tous les éléments. C'est-à-dire que si on a un acte de naissance, si on a le casier judiciaire, certificat de résidence et tout, il suffit de payer les frais d'inscription et on peut avoir une entreprise en un jour, bien entendu, selon le type d'entreprise. Si c'est une SARL, c'est un peu plus compliqué, mais dans mon cas, c'est une entreprise individuelle, c'est simplifié. Et même on avait vu ça sur la première conférence. Aide beaucoup. Oui, on avait vu la première conférence, justement la facilité de création de son entreprise en Centrafrique. Et c'est vrai que ça, c'est une question qui nous a beaucoup été posée. Et au fait, en termes donc dans l'agriculture, au fait, c'est la même chose. On passe par le même guichet. Et donc, du coup, tu es passé par là pour pouvoir créer ta structure et te lancer dans cette activité. Non, c'est ça. Et après, bon, je suis allée voir mon ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Agriculture. Et c'est par ce biais-là qu'on a été présélectionné par la FRADAC. Donc, je crois que c'est un organe qui vient de la Banque mondiale pour un accompagnement justement dans l'agro-business. Et donc, voilà. OK. Aujourd'hui, qui sont tes clients? Parce que du coup, tu es sur de la transformation. Aujourd'hui, qui sont mes clients? Oui. Moi, aujourd'hui, mes clients, c'est monsieur tout le monde. C'est-à-dire que ça va être mon voisinage. En plus des restaurants que je livre avec mes manguérets, on va dire ma clientèle principale, c'est les gens de mon quartier. Okay. Et je peux vous dire que je ne réponds même pas aux besoins des gens de mon quartier. Parce que des fois, il m'arrive de vendre jusqu'à 19 h.
et même au-delà, mais il n'y a plus de produits en fait. Pour éviter justement le gaspillage, j'essaie de ne pas trop produire, mais en fonction des demandes. Et comme je n'ai pas encore la capacité à faire une production de masse, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est encore une production artisanale. Donc, on va dire, aujourd'hui, je produis entre 400 et 500 bâtons de manioc par jour. Okay. Ce qui est assez énorme parce que compte tenu du fait qu'on n'a pas de machine et que tout est fait manuellement, j'emploie aujourd'hui 7 personnes, dont 4 à la production et 3 au bureau, dans le bureau, la livraison et tout. Moi-même, je mets la main à la pâte quand c'est nécessaire et tout. Et au fait, donc du coup, en matière première, tu te fournis comment? Tu as des agriculteurs que tu vas collecter le manioc chez eux ou ça se passe comment ton circuit de ta logistique pour récupérer le manioc et après le transformer? Comment ça se passe? Avec qui tu… En fait, je travaille, oui. Ouais, c'est ça. Je travaille avec des dames qui produisent la pâte de manioc et moi, je leur ai donné en fait mes exigences en fonction du produit que je veux, mais l'inconvénient, en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas une continuité, en fait. Il faut toujours contrôler sans cesse. En fait, on ne peut pas faire 100% confiance. Parce que moi, je suis partie pendant 3 semaines, mais quand je suis revenue, ça a été des plaintes, oui, c'est pas comme au début et tout. Et malheureusement, en fait, c'est ça qui manque, c'est le sérieux dans le travail. Et voilà. Quand tu es là, les gens, ils font des choses comme il faut. Quand tu n'es pas là, ben, il faut être derrière et… Voilà, ce n'est pas évident. Et, voilà. Et ces agricultrices, ce n'est pas des structures, ce sont des individus. Au fait, c'est des particuliers qui font leur culture chez eux et après qui te livrent en fonction des besoins que tu as. En fait, les agricultrices, en général, c'est ça aussi l'inconvénient. C'est parce qu'elles ne sont pas structurées dans la mesure où elles ne sont pas immatriculées. Et je pense qu'il y a un travail à faire en amont pour leur montrer les bien fondés d'exister juridiquement. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de secteurs informels dans l'agriculture, enfin, dans le domaine agricole de nos jours, malheureusement. Mais sinon, voilà quoi, elles sont assez quand même structurées, hormis le fait qu'elles ne sont pas immatriculées, qu'elles n'ont pas d'existence juridique proprement dit. Et j'ai essayé même d'en parler, mais pourquoi vous ne… Ah non, parce qu'en fait, les gens considèrent qu'elles n'ont pas à payer un dû à l'État parce que voilà, il n'y a pas d'accompagnement. Et même sans être formées et tout, elles ont conscience que s'il y a un accompagnement, s'il y a un meilleur suivi, les gens, ça ne les dérangerait pas de payer pour s'inscrire. Mais tant que voilà, ce n'est pas encore mis en place et tout, donc le secteur informel est beaucoup plus important que nous autres là, qui nous sommes inscrits, quoi. Okay. Du coup, je me tourne vers Désiré pour savoir, est-ce qu'il y aurait un accompagnement pour, du coup, passer de l'informel au formel ou une sensibilisation auprès de toutes ces agricultrices là pour leur dire un peu, ça serait plus intéressant pour vous de vous immatriculer parce que peut-être il y a un accompagnement, peut-être qu'il y a des aides, peut-être qu'il y a des suivis, mais qu'il faut qu'on vous identifie pour pouvoir vous aider. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place dans ce domaine-là ou pas du tout? Oui, nous sommes en train de travailler sur deux dispositifs. Dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat dans le milieu rural, comme je vous l'ai dit, qui est une des orientations de la réforme de la Chambre, nous avons privilégié dans un premier temps l'entrepreneuriat collectif à travers des sociétés coopératives dans le cadre de l'acte uniforme OHADA sur les sociétés coopératives. Alors, par rapport à ça, nous avons mis en place les procédures pour créer une coopérative. Nous sommes en train d'expérimenter cette procédure dans la filière maraîchage actuellement, autour de Bangui, notamment dans le Bimbo-3 derrière l'aéroport et puis dans la zone de Bégua. Il y a également, nous travaillons maintenant sur un deuxième dispositif parce que l'année dernière, il y a le Bureau international du travail qui a formé des conseillers d'entreprise au sein de la Chambre et nous sommes en train de mettre en place le parcours de l'entrepreneur agricole pour vraiment les entreprises, les autres formes d'entreprises, en dehors des entreprises
collectif, qui nous permettra effectivement de prendre des jeunes ou des personnes adultes qui veulent investir dans l'agriculture, de les accompagner jusqu'à obtenir le financement. Parce que dans le cadre de ce parcours, nous voulons développer des partenariats avec des établissements de microfinance ou des partenaires financiers qui sont disposés à nous accompagner pour que si on accompagne la personne jusqu'à ce qu'elle prépare son plan d'affaires, que ce plan d'affaires soit financé et que nous puissions l'accompagner dans la mise en œuvre. Donc, c'est des dispositifs qui sont en cours. C'est pourquoi au début, je vous disais que nous sommes en train de constituer nos capacités pour accompagner les entreprises. Parce que vraiment, il faut aller vers le formel. C'est le formel qui va nous permettre d'avancer. Rester dans l'informel, on va toujours tourner en rond. Alors, on avait une question qui a été posée, du coup, de savoir s'il y a un plan de développement sur le cacao et la vanille. Plan de développement sur le cacao et la vanille. Oui. Sur le cacao, il n'y a pas vraiment un plan de développement en tant que tel, mais c'est une des opportunités d'affaires sur laquelle travaille actuellement un organisme qu'on appelle l'Office de réglementation et de la commercialisation des produits agricoles, l'ORCCPA. Donc, il travaille sur le café et sur le cacao. La vanille, à ma connaissance, non. C'est encore, c'est pas vraiment une spéculation qui est mise en exergue en tant que telle. Le cacao, oui, mais la vanille, à ma connaissance, non. D'accord. Une deuxième question, du coup, c'est de savoir, hormis les problématiques d'insécurité, quels sont les principaux freins que les Centrafricains rencontrent dans le développement des cultures vivrières? Culture vivrière. Oui. Alors, donc, la question c'était de savoir quels sont les freins que ceux qui sont dans l'agriculture, en tout cas, rencontrent dans le développement de leur culture vivrière. Alors, bon, en dehors de l'insécurité, le premier frein, c'est l'accompagnement technique. Parce que malheureusement, les différentes crises ont fait que les structures étatiques qui ont la mission d'accompagner techniquement nos producteurs ne sont plus en mesure d'accomplir leur mission. Bon, il y a l'Agence centrafricaine de développement agricole pour la culture, il y a l'Agence nationale de développement de l'élevage pour l'élevage, mais je vous assure, ces structures n'ont plus les moyens, que ce soit les moyens humains, que ce soit les moyens matériels. C'est maintenant que des partenaires, tout comme la Chambre d'agriculture, les appuient pour que vraiment ils reconstituent leur capacité. Donc, il y a ça, il y a vraiment ce problème technique. Parce que, voyez-vous, quand on fait des recherches sur des cultures en station, le rendement qu'on obtient en station, en milieu réel, en moyenne, on n'atteint pas 50% de ce qu'on peut atteindre en station. Simplement parce que les producteurs ne maîtrisent pas vraiment les techniques de mise en œuvre. Ça veut dire qu'il y a un problème de technicité, de professionnalisme des acteurs. Donc, malheureusement, nos structures ont encore des difficultés à ce niveau. Et il faut ajouter à cela maintenant le problème de la commercialisation. Il y a vraiment les structures de l'accès au marché, les moyens de transport, les moyens de commercialisation, ça pose vraiment des problèmes. Donc, je crois que c'est les deux principaux freins que rencontrent nos producteurs vraiment en dehors de l'insécurité, qui les empêche parfois d'accéder même à leur champ. Alors, Marlène, je ne sais pas, comme toi, tu es sur le terrain, est-ce que tu as un complément d'information à nous donner par rapport à ce que vient de dire Désiré sur, du coup, cette accessibilité au marché, sur la distribution ou voilà. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu as tes moyens de transport privés pour livrer tes clients ou comment ça se passe un peu la logistique? Mais là, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de logistique compte tenu du fait que même acheter un véhicule, c'est un grand investissement.
Et Désiré a bien résumé ce qui se passe sur le terrain. On a vraiment cette problématique-là, l'accès au marché par le manque de moyens techniques, donc notamment de transport, et aussi du fait que beaucoup de personnes sont limitées dans la connaissance même de l'agriculture, parce que beaucoup continuent en fait à cultiver de manière traditionnelle. Je m'explique. Très peu vont utiliser la mécanisation. Moi, personnellement, je n'utilise pas la mécanisation aussi. Ça a un coût, malheureusement, parce qu'il y a des locations de matériel qui sont là, mais ça a un certain coût. À moins d'être en coopérative, je pense que personne ne peut se permettre. Même moi, aujourd'hui, je pense pas si je peux investir dans ça, quoi. Mes moyens sont limités par rapport à ça. Et au jour d'aujourd'hui, moi, le transport, c'est beaucoup plus des taxis ou des amis qui me prêtent leur véhicule. D'accord. Après, moi, ça m'interroge au fait sur, du coup, l'approche coopérative des structures. Pourquoi aujourd'hui serait intéressant de se lancer en tant qu'une coopérative, de se regrouper en coopérative pour se lancer dans l'agriculture, que de le faire individuellement, du coup, comme Marlène l'a fait et qui rencontre d'autres freins. Aujourd'hui, c'est quoi l'avantage d'être organisé en coopérative, contrairement à une entreprise classique? Non, ça dépend du public cible, hein. Quand je parle des coopératives, je vois beaucoup plus les petites exploitations familiales qu'il y a dans l'arrière-pays. Mais quelqu'un comme Marlène peut se lancer dans une entreprise individuelle, elle le fait et elle se débrouille bien. Mais vous prenez un producteur, une dame productrice à l'intérieur du pays, même ici, les maraîchers autour de Bangui, qui travaillent sur peut-être 10, 20 d'aller en entreprise, évident. Alors, c'est une forme d'apprendre à se prendre en charge. Malheureusement, les situés pour attendre soit de l'État, soit des dynamiques d'assistanat. Vous dire, pour qu'on vous explique des gens, on se met en groupe, pas pour se prendre en charge. Alors, on crée une coopérative de solution à ces problèmes. On n'attend pas que ce soit celui qui vient le faire. Donc, on apprend à se prendre en charge. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que nous voulons mettre l'accent sur les coopératives de services. Ça veut dire que les gens, leur entreprise, ils donnent. Ensuite, ils travaillent pour eux. Ils ont la coopérative d'affaires pour trouver. Ils ont un problème d'accès à la coopérative qui monte des plans pour leur construire moyens de transport, donc la coopérative des solutions aux problèmes qui ne peut les aider au public, je vous l'ai dit, ils ont des difficultés, mais à travers la coopérative d'entreprise en partenariat, on peut les accompagner et également on peut les aider progressivement. Mais les deux, de mettre en place le destiné aux entrepreneurs, deux formes sont possibles, mais pour les du pays, c'est mieux de les regrouper et trouver une solution ensemble. Aller en entrepreneur individuel, c'est plus difficile. Désiré? Oui. Est-ce que vous pouvez couper juste la vidéo? Oui. Pour au fait, parce qu'il y a un problème de connexion. Que je fasse quoi? Couper la vidéo pour au fait faciliter la connexion. Parce que là, on t'entend une fois sur deux, au fait. Ah, d'accord. Vous avez quand même saisi l'essentiel. Allô? Oui, allô?
Alors, si j'essaie de résumer de ce que j'ai saisi, en gros, les coopératives permettent aux membres de s'organiser, de s'unir au fait pour aller chercher des réponses, on va dire, aux problématiques du groupe, de se prendre en charge, mais dans un premier temps, ben, ensemble, de sorte que ça ne soit pas pesant pour une personne, mais que c'est un groupe qui supporte le tout avant de pouvoir se lancer individuellement derrière, c'est ça? En réalité, il y a la coopérative qui est une entreprise collective, mais à l'intérieur, chaque membre est un entrepreneur qui doit entretenir des relations commerciales avec son entreprise. D'accord. Donc, il y a un double entrepreneuriat dans la coopérative. Il y a l'entrepreneuriat coopératif avec la structure qui réunit tout le monde et qui les sert, mais il y a l'entrepreneuriat de chaque membre coopérateur avec son entreprise. Donc, on peut développer les deux formes dans la coopérative. OK. Et du coup, aujourd'hui, comment c'est acheminé, on va dire, les produits, les productions, en fait, qui sont en province? Comment on les achemine sur Bangui? Est-ce que, voilà, je ne sais pas s'il y a une logistique mise en place, du coup, par le gouvernement, ou c'est chaque producteur qui, de son côté, essaie d'acheminer, du coup, ses produits vers le marché qui l'intéresse? Il n'y a pas de logistique mise en place par le gouvernement. Donc, mais dans une certaine mesure, pour la filière élevage, en ce qui concerne les bovins, mais vraiment, c'est limité. Mais si on prend le cas du manioc, par exemple, ce sont les femmes commerçantes qui louent des véhicules, qui vont à l'intérieur du pays, qui achètent, qui chargent ces véhicules, qui les amènent dans leurs entrepôts et qui vendent, comme grossistes, voilà, et qui le vendent. C'est de même pour l'arachide, pour le maïs et les autres produits du blé. Alors, pour l'élevage, le ministère de l'élevage avait des bétaillères, mais bon, c'est des véhicules qui ne fonctionnent plus. Mais le plus souvent, ce sont les commerçants à bétail qui louent ces véhicules, des véhicules de particuliers qui ne sont pas vraiment adaptés et qui vont acheter les bétails aux mains des éleveurs à l'intérieur et qui les amènent sur le Bangui. D'accord. Et donc, du coup, parfois, c'est des moyens de transport en commun que les femmes utilisent. Si je peux me permettre, donc du coup… Parfois, c'est des taxis motos que les femmes utilisent pour aller acheter les légumes, surtout à l'intérieur, pour amener sur le marché. Désiré, donc du coup, si on parle d'entrepreneuriat, en fait, donc finalement, l'agriculture en soi, il y a déjà de quoi faire pour un entrepreneur de la diaspora qui voudrait aller en Centrafrique et faire quelque chose, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Donc, on parle de logistique, donc de pouvoir mettre en place par exemple, un entrepreneur pourrait être quelqu'un qui voudrait mettre en place du transport pour le bétail, donc dans ce domaine-là. Un entrepreneur pourrait être aussi aider les agriculteurs à se coordonner, donc la livraison des marchandises sur le marché, ou bien à une coopérative. Donc, au fait, l'entrepreneuriat dans l'agriculture, ça ne regroupe pas que l'agriculteur en soi, mais ça regroupe tout un écosystème autour qui puisse faire tourner tout ça. Tout à fait. Il y a l'environnement qu'il faut améliorer, la fourniture de services aux producteurs, aux différents maillons de la chaîne. C'est tout ça. Parce que si tout ça ne fonctionne pas très bien, ça ne permettra pas vraiment à la filière de pouvoir se développer. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, en cas de… Par exemple, là, on va rentrer dans la saison des pluies. Vous allez voir qu'il y aura une fluctuation sur certaines denrées alimentaires dû au fait que justement, il y a un manque de logistique, il y a un manque d'accompagnement. Ça va créer une certaine rareté. Et voilà, par exemple, le manioc va carrément même doubler, voire tripler. D'accord. Et Marlène, il y a une question pour toi là, par rapport à ta concurrence, ton marché. Du coup, ton marché, est-ce qu'il est concurrentiel? Tu as des concurrents, comment dire, identifiés, et comment tu te places par rapport à eux? Est-ce que ils ont les mêmes problématiques que toi? Au jour d'aujourd'hui, sans mentir, sincèrement, moi, quand j'ai lancé mon produit, j'ai même pas, en fait, j'ai pas fait les choses de manière formelle comme un business plan, chercher c'est qui la concurrence, c'est qui. Le seul truc que moi, je savais que je voulais faire, c'est, comment dire, rendre accessible un produit de qualité à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire de celui qui gagne 15 000 francs CFA à 1 million de francs CFA.
cette personne, quand elle vient acheter chez moi, aura le même accueil. Et comme de toutes les manières, 80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, donc j'essaie de trouver un manque à gagner pour ne pas non plus faire de l'agro-business social à perte. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas qui sont mes concurrents. Moi, ce que je sais, c'est que je ne réponds pas aux besoins de la population. Donc, si concurrents il y a, je pense qu'on répondrait tous aux besoins de la population si il y avait vraiment s'il y avait énormément d'entreprises et tout. En tout cas, une chose est sûre, au jour d'aujourd'hui, moi, je n'ai pas peur de qui que ce soit dans la mesure où, en fait, je ne me sens pas en danger. Oui, j'en prends. Mais du coup, si tu peux, par exemple, redéfinir ce que tu fais exactement pour ceux qui se sont connectés un peu plus tard, pour vraiment parler de ce que tu fais. Et moi, au jour d'aujourd'hui, donc moi, au jour d'aujourd'hui, je commercialise du manioc et comment dire, en farine et en bâton de manioc. Et, même, j'ai des voisins qui vendent du manioc aussi, je veux dire, mais les gens viennent acheter quand même chez moi. Donc, c'est pour vous dire que les gens recherchent quand même la qualité aussi, quoi. Et vous avez aussi développé ce service en ligne. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui. Donc, moi, j'ai mis en place BAfrica Online. Pourquoi? Pour permettre aux personnes qui travaillent de pouvoir faire leurs courses. Donc, on va dire, en moyenne, j'ai une livraison par jour de personnes qui… ça va il n'y a pas que des étrangers, il y a même des Centrafricains qui n'ont pas le temps d'aller faire leurs courses. Voilà. Et j'essaie de travailler en interaction avec les maraîchères ou les restaurants de la place. D'accord. Et d'une manière générale, la plupart de mes clients aussi viennent de la diaspora parce qu'ils commandent sur mon site et moi, je livre leurs parents au niveau de Bangui, par exemple. D'accord. Et vous avez beaucoup de commandes sur ce site? Vous avez beaucoup de trafic? Compte tenu de nos problèmes d'électricité, le site il est beaucoup plus visité par les gens à l'extérieur du pays que les gens à l'intérieur du pays. C'est pour ça que j'envisage de faire une application de ce site, quoi, en fait. D'accord. D'accord. Dans la continuité donc, de tout ce qui est connectivité, donc on parle d'un peu d'Internet. Pour Monsieur Yazigao, j'aurais une question au niveau technologie. Au niveau technologie, donc les réformes qui vont être menées, donc du coup, quand ce sera à terme, c'est des discussions qui font partie de la sphère de la Chambre de l'agriculture. Est-ce qu'on parle technologie, on parle connectivité? Je donne un exemple, par exemple au Cameroun, juste à côté, je sais qu'il y a des entrepreneurs qui travaillent avec donc, des agriculteurs assez éloignés des pôles de grands marchés et qui peuvent aller récupérer leur production pour les ramener sur un point donné, mais en passant par une application mobile. Est-ce que ce genre de discussion, on en parle dans la Chambre de l'agriculture, à la Chambre de l'agriculture? C'est envisagé, mais au préalable, il faudrait qu'on avance dans la structuration des producteurs. Il faudrait qu'on développe suffisamment de coopératives qui sont en mesure d'assurer l'approvisionnement en quantité, en qualité, et c'est envisagé qu'on passe par une plateforme de ce genre pour passer l'information sur ce qu'on veut, ce qui est disponible et ce qu'on peut acheter. C'est envisagé en tout cas. Alors, on a une question. On pense même à passer par les applications pour former les gens. Ah oui, ça c'est… Bien sûr. On pense à beaucoup de choses. Je crois que… Voilà. OK. Alors, Désiré, on a une question pour toi. En gros, il y a un internaute qui pose la question. En gros, on a parlé des cultures vivrières, mais qu'en est-il, par exemple, de l'agriculture intensive comme le café, canne à sucre et le coton? Qu'en est-il aujourd'hui, au fait, en Centrafrique? Bon. Ce sont des cultures qui connaissent beaucoup de problèmes du fait de la situation sur le marché, notamment pour le café. Le café, nous sommes aujourd'hui, je crois, de 1000 à 2000 tonnes de café marchand, café coque qu'on produit. La qualité s'est beaucoup dégradée. Parce que les qualités supérieures qu'on avait avant, on n'en trouve plus. Ça revient à la question de la maîtrise des techniques au niveau des producteurs.
Et maintenant, en ce qui concerne les autres cultures, bon, vous avez parlé de… En plus du café, il y a le… Si vous pouvez me rappeler. La canne à sucre. Il y avait la canne à sucre. Bon, la canne à sucre et… Et le coton. Et le coton. Bon, le coton, là également, nous connaissons des problèmes. La production a chuté. La meilleure production que nous avons eue dans le coton, c'était 50 000 tonnes, mais c'était avant la réforme agraire de 1976, faite par Bokassa, et qui a fait qu'on a perdu toutes les structures de recherche qui nous accompagnent dans ce domaine. Ensuite, la production a chuté jusque dans les années 90, on était encore dans les 20 000 tonnes. Mais aujourd'hui, nous sommes à 2 000 tonnes. Là, le problème aussi, c'est que les producteurs ont accumulé beaucoup d'arriérés. L'État a fait des efforts ces dernières années pour appuyer ces arriérés. Donc, il y a une reprise des activités par rapport au coton. Mais le problème qui se pose vraiment pour le coton, c'est un partenariat que nous avons développé et avec une entreprise, un partenaire chinois, mais qui ne permet pas d'ajuster les prix par rapport au prix du marché. Donc, le gouvernement est en train de voir ce qui peut être fait à ce niveau. Mais pour la canne à sucre, c'est vraiment l'insécurité. La production locale, c'est pour alimenter l'industrie de transformation qui est là. Bon, malheureusement, la production locale ne permet pas de satisfaire les besoins et là, on importe encore du sucre. Donc, vous voyez, dans tous les cas, nous sommes en deçà de nos capacités. Oui. Nos capacités, voilà. Mais du coup les cultures commerciales les plus importantes sont lesquelles aujourd'hui, si on doit les identifier? Et est-ce que vous avez des données telles que les tonnages et des données réelles à nous fournir pour nous dire exactement ce qui est vendu aujourd'hui de manière efficace et… Culture commerciale, c'est surtout peut-être à l'exportation. Hein. Bon, c'est ce que je vous ai dit. Il y a le coton. C'est vraiment la principale culture commerciale à l'exportation actuellement. Il y a le café, mais ça fluctue beaucoup. Vous avez également le cacao. Et vous avez, on a développé le sésame avant la dernière crise. Bon, malheureusement, la crise a fait que les choses ont encore chuté. Il y a un travail qui est en cours en partenariat avec le ministère du Commerce pour relancer cette culture d'exportation. Donc, c'est principalement sur cette culture que on travaille. Bon, il y a le palmier à huile, mais c'est beaucoup plus, pour l'instant, pour la consommation locale, plus on importe encore de l'huile de palme. D'accord. Alors, moi, j'avais une question peut-être, on va dire, plus technique ou diaspora en même temps. Est-ce qu'aujourd'hui, il est mis en place une politique, je ne sais pas, douanière ou, comment dire, pour ne pas que les gens paient des taxes, par exemple, si on importe comment on appelle, du matériel agricole, de sorte que derrière, ben, ça facilite aussi l'industrialisation, le développement du secteur. Est-ce qu'il y a une politique dans ce sens ou pas du tout? Bon, il y a un décret, un arrêté qui a été pris par le Premier ministre en 2017 qui exonère les droits de douane sur l'importation des intrants et matériel agricole. C'est intégré même dans la loi des finances. Okay. Bon, c'est le ministère des Finances les dossiers sont présentés au ministre de l'Agriculture qui regarde et qui transfère au ministère des Finances et le ministère des Finances apprécie. Il y a une commission au niveau du ministère des Finances qui apprécie les dossiers et qui accorde l'exonération. Peut-être la question de procédure, parfois, ça prend du temps. Concrètement, c'est 22 dossiers à remplir.
D'accord, ok. Concrètement, sur le terrain, c'est quoi? C'est 22 copies de votre projet. Ça a un coût, quoi, en fait. Et c'est un peu décourageant parce que concrètement, en fait, on n'aide pas vraiment les jeunes investisseurs comme nous autres, là, pour dire ce qui est, quoi. Et moi, en fait, j'ai fait ce choix de ne pas passer par les organismes internationaux que je ne citerai pas. Parce que même pour octroyer des prêts ou des dons, c'est assez complexe. Donc, moi, j'ai décidé de faire tout, soit par moi-même, soit par l'aide de mes amis, de ma famille. Et je me suis lancée. Et au jour d'aujourd'hui, je m'auto-finance sur pas mal de choses. Mais pour les grands investissements comme un véhicule roulant ou du matériel agricole, ça, c'est clair et net que c'est soit voir les banques pour emprunter, ou soit, comme ce qui est en train de se faire via la PRADAC, essayer d'intéresser à notre projet et tout, quoi. C'est pour ça que j'avais fait un appel à investisseurs parce que c'est assez complexe, quoi, en fait. On nous aide sans vraiment nous aider. Parce que même le ministère même de l'Agriculture est très limité par ses moyens même d'accompagnement et tout, quoi. Donc, voilà. Et moi, je bannis tout assistanat parce que voilà, il y a une pléthore d'ONG, d'entreprises qui sont censées nous aider, nous accompagner dans le domaine. Mais sur le terrain, concrètement, il n'y a pas. Hein. Si on ne fait pas même les amis agricoles avec qui je suis, si on ne fait pas tout par nous-mêmes, on n'arrivera pas. Okay. L'État doit jouer son rôle aussi, quoi, parce que bon, moi, au jour d'aujourd'hui, je considère que je participe quand même. Je paye peut-être au moins 2-3 fonctionnaires parce que je paye des impôts. Non, mais c'est vrai, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Et il y a une incidence même sociale parce que voilà, j'emploie des femmes, j'emploie des hommes. Bon, la parité est même respectée au sein de ma petite structure. Hein. Il y a même plus de femmes que d'hommes. Il y a 3-4 femmes. Ça va. Mais en tout cas, moi, je t'encourage, surtout l'entrepreneuriat féminin. Je pense que même c'est quelque chose à promouvoir parce qu'aujourd'hui, mine de rien, au fait, il y a nos mamans, nos tantes, au fait, qui font plein d'activités peut-être informelles, peut-être qui ne sont pas valorisées, alors que c'est vraiment un soutien financier pour les familles, pour le développement que je pense qu'il faudrait valoriser. Alors du coup, une question pour Désiré. Aujourd'hui, il n'y a pas que du coup les Centrafricains de Centrafrique qui sont connectés, il y a ceux de la diaspora aussi. Est-ce que dans la démarche développement agriculture en Centrafrique, il y a une vision diaspora, il y a un besoin terrain peut-être que vous souhaitez exprimer, que peut-être la diaspora doit se dire, bah, OK, aujourd'hui, il y a ça comme difficulté, il y a ça comme problème, j'ai envie d'investir dans mon pays, dans le secteur agricole, bah, peut-être que je peux me positionner sur ça ou je peux m'orienter sur tel secteur. Oui, je pense qu'il y a un grand besoin. Ce que nous constatons sur le terrain, c'est que les jeunes centrafricains de plus en plus se désintéressent de l'agriculture. Ils sont dans des activités qui leur rapportent rapidement. C'est le transport en taxi-moto, c'est le commerce. Ça leur rapporte l'argent rapidement. L'agriculture, quand ils regardent ce qui se passe avec leurs parents, ils ne sont pas encouragés. Et je crois qu'il faudrait qu'on leur donne des modèles de réussite. C'est ça qui peut les encourager à revenir à l'agriculture. Parce qu'au fait, il y a une étude qui a été faite et on a estimé que l'agriculture était le bassin d'emploi pour les jeunes. C'est le premier bassin d'emploi pour les jeunes. Mais pour que les jeunes s'intéressent à l'agriculture, il faut rendre l'agriculture attractive. Bon, c'est vrai qu'il faut encore améliorer les conditions de travail. On ne va pas demander à un jeune qui vient à l'agriculture de travailler comme travaillaient nos grands-parents. Il faut leur permettre d'accéder à des moyens modernes de travail. Donc, il y a tout ce travail-là à faire. Mais je pense que la diaspora a un rôle à jouer parce que j'ai parlé de l'esprit d'assistance. Mais je vais vous dire aussi une autre chose. J'ai eu la chance d'accompagner le ministre de l'Agriculture à une conférence à Bruxelles. Nous sommes passés par Paris. Nous avons rencontré notre ambassadeur à Paris. Dans les échanges, il nous a dit si en Centrafrique, nous n'arrivons pas à extraire de notre mentalité le complexe d'infériorité
qu'on nous a inculquées, nous n'allons pas développer ce pays. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, il y a des pratiques que nous faisons, mais qui entretiennent l'assistanat au sein. Vous, en tant que diaspora centrafricaine, vous évoluez dans un milieu qui vous donne une autre perspective et qui vous permet vraiment de vous investir dans l'agriculture à condition de créer le minimum d'environnement qui vous permet vraiment de vous investir et de travailler là-dessus et de donner l'exemple aux jeunes qu'on peut réussir dans l'agriculture. Je pense que la diaspora a vraiment un rôle à jouer et vous êtes dans un milieu où vous pouvez développer facilement des partenariats, ce qu'un jeune ou quelqu'un qui est ici ne pourra pas faire. Donc, vous voyez, vous avez beaucoup plus d'opportunités pour réussir dans l'agriculture qu'un jeune qui est ici et qui est confronté à beaucoup de contraintes. Mais si je rebondis sur ce… Donc, je pense que la diaspora a vraiment un rôle à jouer dans ce sens. Oui, ben, si je rebondis sur ça, par exemple, moi, je suis entrepreneur, je vais à Bangui, je n'y connais pas grand-chose en agriculture, mais je sais qu'il y a des besoins. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? Par exemple, est-ce qu'il y a des terres qui sont mises à disposition par l'État pour qu'on puisse les cultiver? Est-ce que, comment dire, est-ce qu'on va aller chercher nous-mêmes? Il y a une question qui vient d'arriver sur le chat, par exemple sur les semences, comment récupérer les semences. Est-ce que ce genre, moi qui n'y connais rien dans l'agriculture, est-ce que toutes ces choses-là me sont mises à disposition pour que je puisse entreprendre dans un domaine de l'agriculture en particulier? Alors, au sein de la Chambre, nous travaillons là-dessus. Nous travaillons là-dessus parce que nous sommes conscients du fait que si nous voulons que ça marche, il faudrait qu'on crée un minimum de conditions, notamment en termes d'information. Quelqu'un qui ne connaît pas le secteur, il faudrait qu'on l'aide à choisir là où il y a les potentialités. Donc, on doit être en mesure de le conseiller, dans quelle filière il peut vraiment prospérer, mais également nous donner les outils techniques, l'itinéraire technique pour ce qu'il veut faire, mais également des modèles peut-être de compte d'exploitation et pouvoir l'accompagner. J'ai dit ici que nous sommes en train de développer le parcours de l'entrepreneur agricole qui nous permettra effectivement que si quelqu'un arrive et qu'il veut vraiment faire de l'entrepreneur agricole, on peut l'accompagner jusqu'à ce qu'il développe vraiment ses affaires. D'accord. Alors, parlant d'accompagnement, est-ce qu'aujourd'hui, moi, Tatiana, je quitte la France, je vais aller en Centrafrique pour entreprendre. Est-ce qu'il y a un parcours type? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, je dois me rendre directement, je ne sais pas, au ministère de l'Agriculture pour avoir du coup les informations, par exemple, sur le marché agricole? Est-ce que je dois m'adresser à quelqu'un en particulier? Je ne sais pas. Où est-ce que je peux avoir un premier niveau d'information si je veux me lancer dans l'agriculture? Alors, dans le contexte actuel, il y a le ministère de l'Agriculture qui pourra donner un certain nombre d'informations, mais en termes d'entrepreneuriat, je ne pense pas. C'est plutôt la Chambre qui est en train de développer les outils qui peuvent permettre de mettre à votre disposition les informations par rapport à l'entrepreneuriat. Parce que le ministère, c'est vraiment la politique en matière agricole, hein, la politique, la réglementation, le suivi de ce qui se passe, mais l'aspect entrepreneuriat, c'est la responsabilité de la Chambre, qui malheureusement n'a pas assumé jusqu'à maintenant. Et il y a un effort qui se fait dans ce sens. Mais il y a des ONG qui existent et qui, bon, le plus souvent, ils travaillent dans le domaine de la formation professionnelle. Certaines ONG accompagnent jusqu'à l'installation. Il y a des ONG qui sont spécialisées vraiment dans le maraîchage, qui forment les jeunes dans le maraîchage et qui les installent. Et ils travaillent là-dedans. Il y a des institutions comme le Haut Commissariat à la jeunesse pionnière qui fait de la formation professionnelle également. Mais le parcours en tant que tel, il n'y a pas encore un parcours type. Ça, je ne vous le cache pas. C'est ce que nous essayons de faire maintenant. Il n'y a pas un parcours type où vous venez, on vous donne les informations dont vous avez besoin et on vous accompagne jusqu'à ce que vous créez votre entreprise. Ok, alors on a une question de Jeanne qui voulait savoir au fait sur les intrants dont vous parliez tout à l'heure concernant les exonérations du coût de taxes. Est-ce qu'il s'agit des semences? Et si oui,
est-ce que la Centrafrique dispose-t-elle actuellement d'une autosuffisance en matière de semences? Et d'où vient-il si c'est le cas? Alors, l'exonération concerne également les semences, parce que les semences font partie des intrants. C'est intrants, matériel et équipement agricole. Donc, les semences font partie. Maintenant, la question des semences aussi, c'est vraiment une problématique. C'est une problématique parce que, en ce qui concerne les cultures, nous avons un institut de recherche agronomique qui travaille sur les semences de base, qui travaille avec des groupements de producteurs pour la multiplication et la vente. Donc, en ce qui concerne les productions vivrières, on peut trouver ces semences-là auprès de ces producteurs qui sont accompagnés par l'Institut de recherche. Bon, maintenant, si c'est les cultures pérennes d'exportation, là, il faut travailler voir avec des structures spécialisées. J'ai parlé, par exemple, de l'Office national de réglementation et de commercialisation de produits qui travaille sur le café et le cacao. Si c'est le coton, il y a l'Office national du coton qui travaille là-dessus. Et il y a des promoteurs, des opérateurs privés qui travaillent dans le domaine des agrumes, qui fournissent des plants en matière d'agrumes et d'arbres fruitiers de manière générale. Donc, mais la question de la semence est encore une question sur laquelle le ministère travaille avec les partenaires. Il n'y a pas d'autosuffisance, au moins ça c'est sûr, il n'y a pas d'autosuffisance. On travaille encore pour satisfaire les besoins. Parce que pendant la crise, les ONG importaient les semences de l'extérieur pour satisfaire les besoins. Malheureusement, ça s'est fait un peu dans le désordre. Parfois, ce n'est pas des bonnes semences qui ne permettaient pas vraiment de produire. Donc, quand je disais que nous travaillons avec les maraîchers pour créer une coopérative, le premier plan d'appel qu'ils voulaient élaborer, c'est leur approvisionnement en semences importées. Donc, nous travaillons là-dessus avec eux pour qu'ils puissent s'autosatisfaire en matière d'approvisionnement en semences. Donc, c'est vraiment une problématique. Alors, moi, j'ai une question pour Marlène, du coup. Je ne sais pas, Désiré parlait tout à l'heure du fait que la jeunesse ne veut pas aller sur le secteur agricole, vu du coup le parcours des parents, vu peut-être, comment on appelle, la mentalité, comment on nous a inculqué au fait la vision agriculture. En gros, si tu veux réussir ta vie, enfin, il faut travailler dans les bureaux. Toi, tu es jeune, quelle est ta vision aujourd'hui? Comment tu peux, du coup, sensibiliser cette jeunesse-là, autant diaspora que centrafricain sur place, à se tourner vers ce secteur que nous, on trouve que c'est trop prometteur pour le développement, en tout cas, du pays? Pour répondre à ta question, Désiré vous a bien dit ce qui se passe sur le terrain. L'agriculture, ce n'est pas un domaine qui passionne malheureusement, alors que c'est un domaine vraiment intéressant. En fait, moi, je pense que j'y suis parce que c'est déjà une passion qui remonte à l'enfance et tout. J'ai baigné dedans, donc du coup, on va dire, ça ne me dérange pas de mettre la main à la pâte et tout. Mais il y a une réalité qui est là. Non seulement on est face à une population qui n'est pas assez formée dans le domaine agricole, manque de moyens, manque de, je sais pas pourquoi ils n'aiment pas l'agriculture. Hein. Parce que même sur le terrain, franchement, sans mentir, c'est plus les femmes qui se lancent dans l'agriculture que les hommes déjà. Donc, du coup, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait les motiver déjà. Même pour aller à l'école, les gens ne sont pas très motivés. Donc, je ne sais pas. C'est une question piège, quoi. Je sais que sur le terrain, pour trouver même quelqu'un pour défricher, ce n'est pas évident. Et même là, on va arriver à la période des Makongo et autres. Là, ça va être la catastrophe. Parce que tu vas trouver personne. Ils vont tous aller dans les récoltes de chenilles et tout. Et voilà, quoi. Des fois, on est même obligé de ramener des gens avec nous pour venir travailler sur la parcelle, alors qu'il y a des gens dans le village. Hein. D'accord. Je ne sais pas pourquoi l'agriculture n'attire pas, et c'est un phénomène de mode, on va dire, dans la diaspora, parce qu'on montre aux gens, enfin moi j'essaie de montrer
par ma page des différentes activités que je mets et vu le retour que j'ai de certaines personnes qui m'écrivent en privé, en fait, c'est ça qui me booste, quoi, parce que je me dis, ben, si je peux être l'exemple pour ces personnes-là, j'aurais fait ma mission sur cette terre en motivant les gens à être dans ce secteur qui est très passionnant pour moi. Donc, je ne sais pas. Parce que peut-être aussi, c'est l'attrait de gagner de l'argent assez rapidement et tout, c'est ça, c'est surtout ça, parce que un agriculteur, pour moi, hein, un bon agriculteur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de patience, beaucoup de détermination, beaucoup de persévérance. Si tu n'as pas ces 3 qualités, je pense que tu ne peux pas être un bon agriculteur parce que c'est beaucoup d'investissement, surtout par exemple le manioc où il faut attendre entre 12 et 18 mois pour la récolte. C'est pas évident, quoi. Il y a des cultures plus courtes comme le maïs où c'est 90 jours, encore plus dans le maraîchage. Enfin, on a des trucs où c'est à 45 jours. Ça dépend, quoi. Et là, au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup l'éducation qu'on a reçue. Peut-être, on va dire, la nouvelle génération sera beaucoup plus attirée par l'agriculture que ma génération ou même celle d'avant, quoi. Parce que moi, quand je discute même avec des personnes, c'est quand je serai à la retraite, je ferai ça. Alors que bon, pour être un agriculteur, quoi, il faut avoir toute sa force quand on est encore jeune, quoi. C'est sûr. C'est pas évident. J'aurais voulu avoir ce déclic-là, pas à 40 ans, mais peut-être à 30 ans. Ça aurait été bien. Parce que moi-même, j'arrive à la moitié de mon âge, à la moitié de ma vie, je vais dire pas de mon âge. Je vais sur mes 50 ans et au jour d'aujourd'hui, j'intéresse mes enfants pour qu'ils soient justement un peu dans l'agriculture. Et pour ce faire, moi, j'ai acheté une petite parcelle à mon fils et je lui montre en fait. Je commence en fait très tôt à vouloir planter cette graine d'intérêt de l'agriculture en lui, quoi. Et voilà, c'est pas évident. Non, je pense pour ajouter quelque chose à ce que vient de dire Marlène, je pense qu'on ne réussira que par l'exemple. C'est par l'exemple qu'on va réussir. Vraiment à donner l'exemple aux jeunes qu'on peut gagner sa vie dans l'agriculture comme on gagne sa vie dans les autres activités. Il y a ça, mais également, bon, j'ai accompagné le ministre de l'Agriculture en 2017 à une tournée qu'il a faite à l'intérieur du pays, mais il a été interpellé à plusieurs reprises par les jeunes pour la modernisation de l'agriculture. Ils lui ont fait savoir qu'ils veulent faire de l'agriculture, mais ils ne peuvent pas continuer à le faire comme le faisaient leurs grands-parents. Il faut leur donner les moyens modernes pour produire. Donc, je crois que en améliorant l'environnement de ce que les jeunes peuvent faire et en utilisant des moyens plus modernes que ce que faisaient nos parents et en ayant des exemples qui ont réussi, je pense qu'on peut les ramener à l'agriculture. Est-ce que les salaires des ouvriers agricoles, est-ce que c'est quelque chose qui est, comment dire, je ne sais pas comment le dire. On connaît le salaire d'un ouvrier agricole? Est-ce que c'est quelque chose qui est… En parlant de salaire, je ne sais pas si on n'entend pas très bien. Allô? Oui, on entend. Tu peux répéter ta question parce qu'on l'a… Oui, ben en fait, la question, c'est de savoir… On n'a pas compris la question, en fait. Quel est le salaire d'un ouvrier agricole? Donc, quel est le salaire? Est-ce que c'est quelque chose qui est contrôlé? Est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît? Mais oui, d'une manière générale, moi, personnellement, là, je vais commencer la nouvelle saison et je pense que par mon expérience du terrain, je vais payer à la tâche. Parce que si vous payez un salaire mensuel, ben, vous allez payer pour que les gens ne font rien du tout, quoi. Or là, quand c'est à la tâche, c'est délimité, on sait. Moi, je sais que bon, c'est selon une surface, je crois que c'est entre 1000 et 2000 francs CFA selon la tâche. Donc, quelqu'un qui travaille bien peut faire 2-3 tâches dans la journée, c'est-à-dire que c'est une mesure, en général, c'est 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, c'est 1000 francs. Donc, si la personne, elle peut travailler 200 mètres carrés, voire 300, en fonction du rendement qu'elle va faire, elle peut se retrouver avec un salaire, on va dire, grosso modo, entre 50 et 60 000 francs CFA si c'est sur 20 jours. D'accord. Alors, on avait une question du coup sur la superficie des parcelles, on va dire. Qu'est-ce qu'on entend par une petite parcelle? On parle en combien de nombre d'hectares? Une moyenne, une grande parcelle? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un chiffre précis pour dire, ben là, je suis dans de l'agriculture, pas seulement vivrière, mais je peux du coup vendre, je peux du coup aller au-delà juste de nourrir ma petite famille avec. Je ne sais pas si on a des chiffres un peu précis sur ça.
Personnellement, moi, en tant que jeune agriculteur, je pense que c'est beaucoup plus judicieux de travailler sur une petite surface avant de se lancer dans une grande surface de 100 000 en allant. Parce que même déjà, valoriser 1 hectare, déjà quand on dit 1 hectare, des fois les gens ils ont tendance à penser que c'est une petite surface. Mais 1 hectare, c'est quand même 100 mètres sur 100, soit 10 000 mètres carrés qu'il faut valoriser et ça a un coût. Moi, au jour d'aujourd'hui, sur les 20 hectares que j'ai, je vais travailler sur 5 hectares. Et déjà, rien que déjà faire le jalon, c'est-à-dire que le pourtour de ma parcelle, j'en ai eu pour 50 000 francs CFA. Ok. Donc, c'est comment dire, c'est beaucoup, beaucoup. Donc, personnellement, même si la personne, ça dépend du type d'agriculture que la personne elle veut faire. Parce qu'il y a différents types d'agriculture. Tu as une production de masse, comme tu as des productions par rapport au rendement. Des fois, sur 1 mètre carré, tu peux avoir beaucoup de productivité. Ça dépendra des moyens que tu auras mis, des engrais que tu auras utilisés pour harmoniser, par exemple, ta récolte. Donc, il y a beaucoup de... En fait, on ne peut pas dire qu'il y ait un minimum de surface ou pas. Il y en a, par exemple, ils s'en tirent avec une petite surface, hein, peut-être 500 mètres carrés, ou parfois 5000 mètres carrés, c'est-à-dire un demi-hectare. Il n'y a pas vraiment... Parce que plus c'est grand, plus il faut savoir qu'il faut avoir les moyens de pouvoir valoriser cette parcelle. D'accord. Païko, je ne sais pas si… Je pourrais ajouter… Oui, vas-y, Désiré. Oui, je pourrais ajouter qu'en termes de surface, en général, quand on parle de petites exploitations, c'est les exploitations qui ont autour de 0,5 hectares. En tout cas, c'est moins d'1 hectare. Okay. Et vous voyez, notre potentiel agricole est de 15 millions d'hectares. Mais aujourd'hui, par an, nous mettons en valeur seulement 800 à 1 million d'hectares par an, sur un potentiel de 15 millions. Ça vous donne une idée des superficies que les gens cultivent, mais c'est lié à toutes ces contraintes que vient d'évoquer. C'est quand on va aller dans l'entrepreneuriat qu'on aura les moyens vraiment de faire plus que ça. Mais pour l'instant, c'est vraiment autour de 0,5 hectares, c'est entre 0,5 et 0,8 hectares que les gens cultivent. C'est dans les cultures pérennes, coton, café, cacao, que bon, c'est un peu plus. Mais les cultures vivrières, c'est vraiment autour de ça. J'ai une petite dernière question comme ça pour Désiré. C'est par rapport aux entrepreneurs donc, dans l'agriculture. Est-ce qu'il y a une base de données où vous savez le nombre exact de personnes qui entreprennent aujourd'hui, donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, en Centrafrique? Est-ce qu'on connaît, est-ce que vous avez ces données-là? Le nombre exact des personnes qui ont une entreprise. Qui entreprennent. Oui, c'est ça. Qui entreprennent. Bon, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous sommes en train de constituer une base de données des acteurs dans le monde rural. En ce qui concerne l'agriculture, l'élevage, parce que nous avons 5 sections au sein de la Chambre. Il y a la section agriculture, la section élevage, la section eau et pêche, forêt, chasse et tourisme. Et nous sommes en train de construire la base de données en fonction des types d'entrepreneurs. Il y a les particuliers, vous avez les associations et groupements, vous avez les entreprises collectives, coopératives, et puis les entreprises selon les différentes formes encore. Donc, nous travaillons là-dessus. Mais pour l'instant, nous travaillons sur les données disponibles au niveau de Bangui et ses environs, la commune de Bimbo. Mais c'est prévu que progressivement, nous puissions alimenter la base avec les données disponibles au niveau des différents services qui existent à l'intérieur du pays. Donc, il y a une base qui est en constitution. D'accord. Nous prévoyons également de mettre ces données-là. Oui. Oui. Oui, on t'écoute, Désiré. Désolé, je t'écoute. Oh non, je disais que nous prévoyons de mettre ces données-là en ligne sur notre site, mais nous travaillons là-dessus. Donc, on peut accéder directement à ces données-là quand on aura… Justement, donc j'allais rebondir sur ça. Peut-être on pourra derrière retransmettre à tous ceux qui ont demandé vos contacts et comment vous joindre sur place et même sur Internet
on va certainement transmettre cette information. Il y a eu des questions sur comment vous contacter sur place. J'ai juste une dernière question à te poser, Désiré. Après, je pense qu'on pourra conclure. Moi, en fait, la question que je voulais savoir, je reviens un peu dessus, c'est par rapport à la transformation, notamment en fait pour tout ce qui est peut-être élevage. Est-ce que la transformation est toujours dans le domaine de l'État ou ça a été libéralisé? Par exemple, les viandes. Tu sais, les viandes, quand on tue, en fait, il y avait une grande structure qui faisait. Est-ce que c'est libéralisé, tout le monde peut se permettre de le faire ou ça reste toujours dans le domaine de l'État parce qu'il y a beaucoup de contrôle? Non, au fait, c'est libéralisé. Depuis les programmes d'ajustement structurel des années 80, l'État s'est désengagé des activités de production jusqu'à la commercialisation. Il régule seulement les activités du secteur à travers la politique, la réglementation et le suivi de ce qui se passe. Donc, il y a un désengagement, mais malheureusement, il n'y a pas encore de privé qui s'est investi dans la transformation des produits. Il y a des privés qui ont tenté quelque chose par rapport à l'aviculture, installer des abattoirs privés. Bon, mais il y a eu des difficultés liées vraiment à problème d'électricité. Hein, c'est un peu ça qui les a bloqués. Mais c'est libéralisé en tout cas, c'est libéralisé. D'accord. Et juste encore une dernière parce que ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que dans la politique, enfin dans la politique, que ce soit de la Chambre de l'agriculture ou de l'État, est-ce que la permaculture est prise en compte? En fait, ça, c'est en lien avec le développement durable aujourd'hui. Est-ce que la permaculture est quelque chose qui est mis en place ou non? Ou c'est vraiment, on est dans une forme de production, on cherche à avoir une production intensive au risque, ça c'est un avis personnel, de faire les mêmes erreurs que les pays occidentaux? Bon, à ce niveau, l'intensification de la production, c'est un peu dans le coton. C'est surtout dans le coton. Quand il y a une utilisation des engrais, un peu dans le maraîchage, mais effectivement, la politique du gouvernement, c'est d'encourager plutôt les engrais organiques. Mais maintenant, il faudrait qu'on trouve le privé qui puisse fournir cela. D'accord. Parce que, bon, l'accès même à l'engrais chimique, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Un sac de 50 kilos, semble-t-il que c'est dans les 50 000. 40 à 50 000, c'est pas aussi, c'est pas évident. Mais les autorités encouragent vraiment l'utilisation des engrais organiques pour ne pas tomber dans ce piège. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Tatiana n'a pas encore d'autres questions, sinon Moi, j'ai peut-être une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, si je me rends par exemple au niveau du consulat en France, est-ce que je peux avoir un premier niveau d'information ici ou pas du tout, ou il faut forcément que ça soit sur place à Bangui pour avoir les informations? Peut-être il y a des gens qui nous ont suivis, peut-être ils se disent je peux me rapprocher du consulat pour savoir quelque chose, pour avoir un premier niveau d'information. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place ou pas du tout? Le consulat, ça, c'est eux, là, franchement, il n'y a que le consulat qui peut vous répondre. Ah non, on ne sait pas. Hein. En étant sur place, déjà, on n'a pas forcément accès déjà à toutes les données. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches personnelles et tout. Et c'est vrai qu'au début, quand on voit comme ça, on se dit, ouais, c'est facile l'agriculture, mais quand la personne n'a pas de patience, parce qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup de patience et de détermination. Hein. Le nombre de fois que je me suis trompée, le nombre de fois que je suis tombée, le nombre de fois que j'ai dû me relever parce que justement, je me suis dit, je ne dois pas lâcher, parce que je dois arriver à un résultat. Je sais que c'est faisable. Parce que quand je vois des exemples comme en Côte d'Ivoire ou au Bénin ou au Togo, on se dit non, c'est pas possible. Et en plus, ils ont pas les mêmes conditions que nous, on a ici en Centrafrique. On est l'un des pays d'Afrique où il y a une meilleure pluviométrie. Il y a quand même, le sol s'est dégradé au fil des ans, ça c'est sûr. Mais voilà, il y a une possibilité de rééquilibrer tout ça. Nous, on ne peut pas vous donner, en fait, je ne sais pas si le consulat en Centrafrique, de Centrafrique en Europe a toutes ces informations, je ne sais pas. Parce que même déjà au niveau de Bangui, même pour faire ce genre de récolte de données, il faut aller sur le terrain pour pouvoir le faire. Et puis, depuis quelques temps, il n'y a pas eu beaucoup de grandes exploitations agricoles, même s'il y en a quelques-unes, mais c'est des cas isolés.
on ne peut pas vulgariser ou généraliser, en fait. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup. Il y a Francis qui a répondu, Francis qui est conseiller économique à l'ambassade de la Centrafrique en France, qui a répondu que oui, au niveau de l'ambassade, on peut avoir quelques informations de démarrage. Et donc, voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez. Donc, il est 16h30, 31, on avait prévu sur 1h30. Et on va devoir conclure. Et pour conclure, en fait, je vais lire une réponse de Raïd Hariri qui devait être là, mais il a eu un empêchement, donc il nous a répondu par mail. Et au fait, on lui avait demandé qu'est-ce que lui, il attendait de la diaspora en particulier et de la jeunesse centrafricaine en général. Et il nous a dit, au fait, ce qu'il attend, c'est d'une révolution verte. Il dit, même si chacun de nous prenons 1 hectare, on serait très loin. Nous devons le faire parce que personne ne viendra le faire à notre place. À la jeunesse, ne perdez pas espoir et confiance en vous, en votre capacité à relever ces défis. Comptez sur vos propres forces. Soyez confiants que ce que vous faites en mettant la volonté, de la détermination et de la persévérance, tout ça condensé ne peut que nous emmener vers le succès et la réussite. Parce que comme disaient nos grands-parents, la terre ne ment pas. Donc, sur cette réponse de Raïd Hariri qui se bat beaucoup pour finir avec la faim en Centrafrique, qui est aussi un exemple, hein, comme toi, Marlène, je vous remercie. Je remercie Marlène d'être venue, de nous avoir partagé ses connaissances et son expérience. Je remercie Désiré également pour ce que tu nous as apporté et on va rester en contact parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Je remercie Paiko, Tatiana pour avoir fait ça et Arnaud également. Et je vous remercie tous d'avoir pris vos 1h30 en ce samedi 20 mars pour suivre et j'espère que ces informations vous seront utiles afin que nous soyons tous des acteurs réels du changement dans notre pays car ce pays a besoin de nous. Et en cherchant à développer nos vies, à réussir nos projets, on réussit à développer notre pays. Voilà, c'était le mot que j'avais à dire et je vous remercie encore. Je peux juste, excuse-moi Junior, juste pour le pratique. Donc, on est conscient, il y a vraiment eu beaucoup de questions super intéressantes. On n'a pas pu toutes les poser. Ce que nous, on fait généralement, on va les compiler et on va essayer de vous récupérer les réponses de manière constructive afin de pouvoir vous les distribuer à travers les réseaux sociaux et nos plateformes de communication. Voilà. Et du coup, pour tous ceux qui se posent la question, c'est quand la prochaine réunion? Vous serez informés très rapidement. On essaie d'organiser ça une fois tous les 2 mois ou tous les trimestres. Voilà, donc restez à l'écoute. On sera toujours dans l'entrepreneuriat, mais avec quelque chose de nouveau qui n'est pas que l'agriculture. Donc voilà. En tout cas, merci à vous et ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci beaucoup. Ouais. Au revoir. Paiko, on s'appelle. Yep.